Est-ce qu'on peut recycler un bâtiment? Eh ben, c'est le genre de question que je suis allé poser à Atelier Plus 1. Et Atelier Plus 1, c'est le genre d'architectes qui prennent un bois vieux de 300 ans, qui appartenait à une ancienne maison, et qui en refont une toute nouvelle charpente. Donc franchement, je trouve ça absolument badass. Mais du coup, je me posais plein de questions. Déjà, c'était quoi leur parcours? Comment est-ce qu'on en arrive là? Comment est-ce qu'on arrive à convaincre des gens de construire un projet pareil? Et ben, tout ça, c'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode de Parlons d'architecture. Ce qu'on remarque, c'est que vous n'avez vraiment pas un parcours dit classique de travail avant en agence, travail... Et cette question du parcours, justement, de la carrière, de comment il faut faire pour faire de l'architecture, enfin, on a vraiment l'impression que c'est super carré, très défini, tu dois faire tant. Et du coup, moi, ma question, c'était vraiment de savoir un peu pourquoi vous trois, vous avez choisi de devenir architecte. Ça, vous êtes entouré de plein de domaines différents de travail. Et qu'est-ce qui vous a poussé à lancer Atelier Plus 1 directement? Ça, c'est la petite question. Question vaste. On joue tous au Lego. Question à tiroir. On joue tous au Lego quand on était petit. Un Capla. Non, moi j'ai jamais eu de Lego. Ah, ni de Capla. Maison Jura non, même pas. Non, moi par exemple, on va dire c'est le parcours le plus facile entre guillemets parce que j'étais fille d'architecte. Et j'ai baigné dedans depuis toujours. Et au départ, je voulais pas forcément faire de l'architecture, je voulais faire quelque chose de créatif. Donc j'ai fait une prépa d'art, ensuite archi intérieur, et ensuite de là, je suis passée en architecture. Donc avec le temps et le parcours académique m'ont confirmé que c'était quelque chose qui me plaisait. Et pourquoi ça te plaisait justement? Parce que c'est un métier en fait qui est très humain, on est tout le temps en contact avec plein de personnes, des profils différents, on est au service entre guillemets de la société et ça c'est un engagement en fait, je pense que c'est quelque chose de commun à nous trois, mais on est assez engagés et on veut participer à la vie commune et à la société. Et notre façon de faire, c'était par le biais de la création. Et le fait de pouvoir intervenir dans le vivant, c'était quelque chose d'assez fort. Et donc, par exemple, moi, je sais que dès le début, l'idée de construire un bâtiment neuf me faisait très très peur et je ne voyais pas trop la pertinence. Et en avançant dans le parcours, je me suis rendu compte qu'on pouvait, par exemple, faire que de la rénovation et quasiment pas de neuf. Donc ça m'a réconforté dans ce choix. Ouais. Et vous, c'est des parcours un peu... Enfin, César, c'est un peu pareil ou totalement différent? Je suis fils d'architecte. Bienvenue dans le club. Mais j'ai découvert ça assez tôt, parce que j'ai eu l'occasion de faire un stage en étant, je crois que j'étais en 3e ou quelque chose comme ça, chez un architecte, et ça m'a plu. Et surtout, ce que j'aime bien dans ce métier, c'est que ça associe un peu cerveau gauche et cerveau droit, quoi. C'est que on peut passer des jours à faire de la physique et des maths, ouais, pour simplifier un peu, et d'autres jours à dessiner, moins de jours à dessiner qu'à faire de l'administratif ou de la physique, mais quand même, c'est le fait que le métier soit hyper complet, il mobilise plein de compétences différentes. Et après, nous, on a choisi de travailler de manière à avoir des projets très différents aussi, ce qui fait qu'aucune journée se ressemble vraiment, quoi. Donc ça, c'est cool. Ça me plaît bien. Ouais, moi je le rejoins là-dessus. Pareil, c'était une intuition, je pense, d'enfant de dire qu'on pouvait construire des choses pour les autres, pas que pour nous aussi, mais de pouvoir avoir une pratique très diversifiée et de pas être cantonné dans quelque chose d'ultra spécialiste comme par exemple on parle des parents, comme mon père l'était, il était chercheur en neurobiologie, donc du coup c'était un domaine ultra précis sur quelque chose de très très fin et on avait plutôt envie d'aller explorer toutes les choses que le monde peut offrir. Donc ça, c'est vrai que ça c'est quelque chose, j'entends vraiment pas assez parler du fait qu'avec l'archi on peut un peu toucher à tout, enfin, qu'il y a un peu cette curiosité innée dans
dans le métier. Et j'aimerais peut-être qu'on aille un peu plus dans cette direction, parce que quand vous m'avez montré un peu l'agence, on voit qu'il n'y a pas que des architectes, il y a des vidéastes, il y a des sculpteurs, des luthiers. Ma grande question, c'est de savoir, est-ce que ça vous apporte, sûrement que ça vous apporte quelque chose, mais est-ce que ça a été formé parce que c'est vos potes et que c'était plus pratique d'avoir une agence ensemble, ou bien justement Atelier Plus 1, c'est cette recherche de quelque chose de plus, quelque chose qui va peut-être un peu au-delà de la simple architecture, mais c'est déjà assez complexe. Mais tu as très bien résumé. En fait, tu sais, quand tu posais au départ la question de comment c'est formé à Plus 1, ça s'est pas créé on n'avait pas tous les trois l'objectif de s'associer pour créer une agence. Enfin, c'était pas dans notre parcours professionnel, on n'avait pas forcément pour objectif de monter une agence à un moment de notre vie peut-être, mais c'était pas... On va dire que le contexte a favorisé le fait qu'on voit qu'on soit en résonance, donc il y avait la HMO, et qu'on a passé en même temps. Et notre parcours, on se connaît depuis qu'on est à l'école. Ok. Et enfin, il y avait le fait qu'on voulait... on travaillait en agence, mais on faisait tous les trois des choses à côté. Et on voulait un espace qui nous permette de développer cette seconde activité. Et ça s'est fait au Grand Voisin. Donc une initiative qui était assez unique. Où on nous a mis à disposition un local et qu'on a tout de suite voulu partager avec un groupe d'amis et de connaissances qui avaient des disciplines différentes, et où le point commun était donc Octave a porté une association qui s'appelait Manifart, dans laquelle ils avaient déjà des disciplines variées, vidéo, musique, plastique. César et moi faisions des interviews d'architecture. Ouais, ah bah tiens. Et on construisait aussi, on bricolait de part et d'autre. Donc dès le départ, en fait, on avait la gourmandise de s'entourer de métiers différents qui nous enrichissent la vision de l'architecte, qui peut être un peu... selon le parcours académique qu'on a fait, on peut être très orienté vers, par exemple, du social, du modernisme, de l'urbanisme. Enfin, on peut être très vite être canalisé comme ça, et nous, on ne voulait pas. Ouais. Et donc, au fur et à mesure, pendant les 5 années des Grands Voisins, on était voisins de toutes ces personnes avec qui on partage le local. Donc, A+1, c'est une agence d'architecture, mais elle est en colocation avec d'autres professions qui forcément déteignent sur nous, comme nous on peut déteindre sur eux, et on s'influence, quoi. Mais après, en fait, on n'a jamais théorisé le truc, on s'est jamais dit il faut qu'on soit avec tel métier ou quoi. Ça s'est fait un peu naturellement. Ouais. Et en revanche, maintenant, on est assez content d'être dans un bureau, enfin de partager un lieu avec des gens qui sont pas justement archi ou paysagistes, même si on adore nos confrères à nos concerts, mais en fait ce qu'on aime, c'est la diversité et le fait que justement eux ils nous parlent vraiment d'autre chose, de rien à voir. Alors c'est c'est pas très logique en termes de développement d'entreprise, parce que c'est plus simple de partager tes bureaux avec des gens qui ont les mêmes soucis et les mêmes contraintes et besoin d'un traceur et machin. Donc nous, on n'a pas ce truc-là de mutualisation d'outils ou quoi, Ouais. moins qu'avec des professionnels qui feraient le même métier que nous. Mais en revanche, voilà, on a cette respiration vraiment de travailler avec des gens qui parlent d'autres choses toute la journée. Donc nous, on essaie de, comme tu disais Inès, ils nous influencent et nous, on un peu aussi les influences. Moi, j'ajouterais que, en fait, je pense qu'on savait ce qu'on voulait pas, c'est-à-dire louer un bureau dans un espace de coworking d'une agence où, en tout cas, l'initiative, c'était pas de se recentrer sur nous et se recentrer sur notre volonté de pratiquer l'architecture, mais plutôt de s'ouvrir et d'aller dans un terreau fertile avec plein d'émulations, comme ce qui s'est passé au Grand Voisin ou ce qui se passe ici. Et donc de pas plutôt être à l'initiative d'avoir pignon sur rue avec notre nom d'agence et débarquer comme ça dans la ville, quoi.
te laisser surprendre par les rencontres. Et en plus des gens, c'est aussi les lieux dans lesquels on est. Donc on a parlé des Grands Voisins, mais la villa dans laquelle on est aujourd'hui, c'est pas tout à fait anodin, quoi. C'est qu'on travaille dans ces lieux et pour ces lieux aussi, parce que ça fait partie de notre réflexion d'architecte, justement, de comment pérenniser ces lieux, comment les transformer, comment les rénover, comment être au service de ces lieux-là aussi. Donc, et de les vivre, d'être pas seulement intéressé d'agir de l'extérieur, mais d'être dedans et comprendre le fonctionnement, d'y participer de l'intérieur. Ouais. Ça pour moi, je trouve que c'est super fondamental, parce que s'il y a un truc dans le monde, quand je suis rentré dans le monde du travail, qui m'a un peu désenchanté, c'est que finalement, en tout cas dans l'agence où je suis actuellement, on est extrêmement déconnecté de ce qu'on dessine, de ce qu'on conçoit. Et on n'a plus cette connexion au chantier, aux personnes pour qui on conçoit ces lieux. Et j'ai l'impression que ça se généralise un petit peu plus au niveau de Paris, mais j'ai pas l'impression que c'est votre cas de ce qu'on a vu avec le chantier de Chaux sur lequel vous êtes en train de travailler, le fait qu'il y a cette notion de chantier participatif. Alors j'aimerais bien qu'on revienne sur le projet du 6e toit, parce que c'est un peu celui qui me met le plus des étoiles dans les yeux. Et ouais, en fait, je sais pas justement si ce que je dis, vous avez cette école-là, et du coup, vu que vous savez ce que vous voulez pas, vous arrivez à vous diriger vers ce genre de pratique, ou bien est-ce que vous voyez qu'il y a justement une absence du chantier qui est en train de se généraliser? Le 6e toit, c'est vraiment le projet atypique. Enfin, nous, c'est un projet qu'on défend et qui nous met aussi des étoiles dans les yeux, parce que c'est un peu le summum de ce qu'on voudrait qu'il y ait dans chaque projet. C'est-à-dire qu'on a eu la chance d'avoir du temps, des conditions, quelqu'un sur place qui portait le projet à la fois sur la partie technique et sur la partie sociale. L'engagement du réemploi a été tenu du début jusqu'à la fin, mais vraiment par la maîtrise d'ouvrage autant que par nous, donc on sentait qu'on ramait dans la même direction. Après, je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'échelle de l'agence. Tu vois, si on est dans une agence comme nous qui a une échelle humaine, on est de fait forcé à être sur le terrain, et c'est ce qui nous plaît. Alors parfois c'est plus dur. On se dit, si on était 20 et qu'on était peinard à dessiner des plans, ce serait différent et plus... Ah ouais? C'est-à-dire que la plus verte chez le voisin. Oui, c'est-à-dire qu'on trouve toujours, quand une agence a grossi, c'est-à-dire que moi je dirais qu'elle est autour des 20 personnes, là ça commence à être pour nous une grosse agence. Il y a aussi une stabilité, il y a un partage de connaissances qui est aussi assez intéressant, et c'est sûr qu'on a moins les moyens d'aller sur le terrain, parce que la gestion du projet et l'échelle du projet est aussi très différente. Nous, on est sur des échelles de projet assez humaines et petites, et ça fait qu'on s'implique du mieux qu'on peut, et on essaye maintenant de placer ces chantiers participatifs à des moments stratégiques qui nous permettent à la fois de pousser notre profession d'architecture et d'exercer, et de prendre plaisir aussi à partager des expériences avec des non-sachants et des sachants, quoi. Mais Octave, qui a beaucoup porté le 6e toit, saura en parler de ce projet plus en détail. Ouais, après, c'est sûr qu'il a réussi à concentrer énormément d'idéal, de ce qu'on voulait porter dans l'architecture, sur, comme disait Inès, le chantier, les personnes qui construisent, pour qui on construit, comment on construit. Maintenant, je pense que fort de cette expérience-là et du fait qu'on a prouvé qu'on pouvait le faire dans un cadre très particulier, on arrive quand même dans des cadres plus classiques à infuser peut-être une idée, 2 idées, dans des projets beaucoup plus classiques avec des maîtrises d'ouvrage publiques. Et je pense à certains projets où on va pouvoir faire un projet plus conventionnel, mais on va y infuser un petit atelier participatif avec les usagers, les enfants, des choses comme ça, qui vont après infuser dans le projet et y donner
une valeur sensible et humaine. Un petit grain de sel. Un petit grain de sel qui fait que le projet va être plus approprié, plus ressenti différemment par les usagers et les clients. Et du coup, dans la panoplie des projets qu'on a, qui est quand même assez large aujourd'hui, on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on veut faire, mais on arrive à caler un chantier participatif, un peu de réemploi, un peu de concertation, de co-conception. Et ce qui fait qu'au global, on se dit tout n'est pas forcément possible tout le temps, mais on va porter une des idées, c'est celle-là qui va ressortir de ce projet-là. Donc on est dans une espèce de notion de compromis. Toujours. Toujours, ouais. C'est un métier où on fera toujours il y aura toujours du compromis. Mais il y a une manière de le faire. Entre l'intention, le dessin et la réalisation, il y a 90 000... Ah non, c'est sûr. Donc, mais c'est ce qui est aussi amusant. Enfin, nous, ça nous plaît de voir aussi... parfois de changer complètement de positionnement parce que d'un seul coup la maîtrise d'ouvrage a un budget qui n'est plus du tout le même ou parce qu'il y a une tempête de folie et qu'on doit faire avec, c'est ça qui est assez chouette, quoi. Bah oui, parce que en fait nous on essaie de taper un peu dans un entre-deux, enfin, c'est-à-dire on fait plus des petites rénovations d'appartements par exemple, et on n'a pas accès à des commandes très importantes parce qu'on est assez petit, on n'a pas beaucoup de salariés. Et donc on est sur cette échelle intermédiaire où c'est des petits équipements publics, soit des maisons entières ou des groupes de logements. Enfin voilà, on est un peu à cette échelle intermédiaire, ce qui nous plaît parce que c'est des temporalités un peu plus réduites aussi, donc tu as le temps de voir assez vite les résultats de ce que tu conçois. Et ça nous permet aussi de travailler sur toute la durée de la mission, enfin sur toutes les étapes de la mission, donc les études, parfois du diagnostic avant même des études, ou de la programmation, les études, le chantier, et parfois tout ce que vous avez évoqué là. Et du coup, on fait vraiment le métier d'archi au complet, entre guillemets. Parce que oui, pour revenir sur ta question sur le chantier, oui, il y a beaucoup d'agences qui délèguent le chantier ou qui s'en détachent. Nous, on essaie de tout, ou qui ont un pôle spécifique, mais nous, on essaie toujours de faire, on fait quasiment toujours des missions complètes où on fait la maîtrise du chantier aussi, parce que c'est de là, le cœur de notre métier, il est dans le chantier en fait. Et ce qui, bien sûr, la conception a une importance particulière, mais en fait, il y a tellement de choses qui se décident sur le chantier, au contact avec les entreprises, avec les artisans et tout, que si tu n'as pas cette maîtrise-là, si tu n'as pas ce temps-là, tu auras fait des beaux dessins, mais... oui. Je nuancerai peut-être. Ah bon ? Allez. Et voilà, on n'est pas d'accord. Allez, moi c'est ce que je veux. C'est juste que je dirais pas que la conception, il n'y a pas de hiérarchie entre la conception et plus ou moins valorisable que le chantier, mais c'est-à-dire qu'à la conception, c'est l'occasion pour se poser des questions théoriques, projectuelles, esthétiques. On dessine quand même dans l'exécution. En fait, on essaye de maîtriser au mieux les détails. Mais la partie du chantier, elle est importante parce que c'est le moment où on va traduire nos dessins à des équipes qui vont réaliser et qui vont interpréter nos dessins. Donc on doit faire en sorte que cette traduction et ce changement de langage se fasse au mieux pour que le résultat convienne à tout le monde. Mais ce que je voulais dire, c'était pas que le chantier était plus important. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a un peu eu tendance à délaisser le chantier. Ou à se faire siphonner un peu des compétences, notamment autour du chantier, mais faut la reprendre. Et je pense que de toute façon, il y a beaucoup d'archis de notre génération qui sont attachés à la matière et au fer. Donc en fait, je pense que ça revient assez naturellement aujourd'hui d'avoir la maîtrise de la technique, parce que je pense qu'il y a eu une frustration aussi je dessine des trucs mais je sais pas exactement comment ça fonctionne, comment ça tient, comment on construit. Et c'est un peu ce qu'on a été chercher dans nos expériences parallèles à l'école, où on a une école très théorique et un peu déconnectée, un enseignement
de ce sens-là, et nous on a été de qualité, mais de très grande Non, qualité. de très grande qualité. Non, c'est même pas pour faire du. Ah oui, oui. Enfin, c'est-à-dire, on regrette pas du tout cet enseignement qui a été hyper riche conceptuellement. Qui était nécessaire, et Ouais. en complément de cet enseignement, comme l'enseignement ou le cadre de l'école ne le proposait pas à notre époque, parce qu'aujourd'hui ça a beaucoup évolué, on a été chercher, nous, des expériences de chantier, de fabrication, de choses comme ça. Et pour revenir à ce que vous disiez, je pense qu'on l'a beaucoup fait aussi pour être dans un cercle vertueux en faisant, on apprend et on sait comment faire, et du coup on peut aussi mieux dessiner, on peut comprendre mieux les problématiques et revenir lors de la conception par l'expérience de l'avoir fait à mieux dessiner Ouais. ou imaginer différemment les choses, comme on a vu sur le chantier. Le béton de chambre banché, il faut aussi l'expérimenter pour pouvoir le montrer à un artisan ou à une maîtrise d'ouvrage et lui dire voilà, c'est ça le rendu qu'on veut, on l'a fait nous, donc on sait comment on peut le faire, et après on en discute avec eux de la viabilité, du coût. Et ça permet en plus de mieux se mettre à la place en fait des gens qui construisent. Enfin, c'est-à-dire qu'on sait quelles sont les parties pénibles, on sait quelles sont les parties faciles. Mhm. C'est aussi hyper utile quand on doit négocier avec une entreprise de voir qu'on la comprend, mais qu'on sait aussi de quoi il s'agit C'est-à-dire quand on va sur le terrain, quoi. C'est-à-dire qu'on essaye de passer d'une nature un peu plus de confrontation avec les artisans, en plus de la collaboration. Parce que là, on commence à comprendre les limites de nous en tant qu'architectes et où est-ce que leur travail commence à intervenir et leur expertise est importante. Si on reprend l'exemple de la bricole, en fait on a travaillé avec le charpentier dès les études, il était là Quasiment au début, Ouais. et quand il est arrivé, on a fait une réunion bureau d'études, association maîtrise d'ouvrage et le charpentier, et on a dit est-ce que ça te convient, est-ce que tu vois les choses comme ça. On a retravaillé des choses ensemble pour... parce que, entre autres, on faisait du charpente de réemploi, et donc on avait un gisement spécifique qu'il fallait trouver, etc. Donc, qui demandait du savoir-faire, de la connaissance, et qu'on avait besoin qu'il soit acteur de la conception aussi avec nous. Et qu'ils veuillent prendre autant de risques que nous avec la maîtrise d'ouvrage. Ouais. Je pense que la partie de prise de risque et entre guillemets d'engagement, elle est assez importante, quoi. Et nous, on essaye en fait de faire en sorte que toutes les personnes concernées par un projet soient impliquées et pour qu'elles le maîtrisent mieux à chaque étape. C'est-à-dire, c'est pour ça que le participatif, on considère qu'il a beaucoup de valeur, c'est parce que en fait, quand on a participé, quand on a compris la démarche du projet, on nuance plus notre critique, on n'est plus... tout le monde va faire des concessions, Ouais. les usagers compris, c'est-à-dire qu'il va dire oui, ça c'est pas forcément parfait, mais je comprends le contexte. J'ai compris et pourquoi on a fait ça, pourquoi vous faites ce choix, on fait ensemble. Et il y a aussi dans le fait d'impliquer des usagers le côté, usagers ou des participants, des parties prenantes du projet, une fierté aussi, un attachement beaucoup plus fort quand c'est toi qui l'as fait en fait. Tu t'en parles différemment. C'est une manière en fait de recréer une culture architecturale aussi. Oui, complètement. Mettre la main à la pâte d'une certaine manière, ça décuple cette sensation d'avoir œuvré, quoi, d'avoir vraiment et on revient au construit, bon quoi. sens. C'est-à-dire que même les usagers oublient un peu ce que c'est que le bon sens de certains gestes et de pourquoi on place une fenêtre à un endroit et pas à l'autre. Là on parle beaucoup du chantier, mais c'est aussi vrai quand on fait des études, par exemple des diagnostics ou des études préalables dans lesquelles on implique, on fait des ateliers participatifs, des ateliers de concertation, etc. En fait, c'est pas juste pour dire qu'on a fait du participatif ou dire regardez, on a interrogé tant de personnes, etc. C'est vraiment parce que le projet, nous, au bout d'un moment, on s'en va, on n'est plus là. Ouais. Et en fait, il doit vivre avec ses usagers. Et donc, le fait de les impliquer, c'est une manière de passer le flambeau dès le début, parce que souvent, c'est des temps longs.
où les gens peuvent partir, mourir, la vie se passe, quoi. Voilà, la vie passe. Et donc parfois, c'est comme c'est des projets sur des années, nous, on enclenche la dynamique, on identifie des noyaux un peu de gens motivés qui vont prendre le relais, et qu'on essaie d'impliquer comme ça tout le long, et en fait on s'attache aussi à ces gens. Du coup ça devient une autre dynamique, on fait partie du projet, et en fait on est partie prenante du projet, même si au bout d'un moment on va s'en détacher. On n'est pas juste un démiurge qui dessine et qui s'en va, mais on vit avec les gens le projet, quoi. Et je dirais que là, dans ce que tu dis, c'est assez important, je pense, pour nous d'être ciblé et présent en tant qu'architecte. Ouais. On est architecte et justement, on n'est pas dans notre bureau à dessiner des plans, on est impliqué dans plusieurs phases en amont ou en aval en tant qu'architecte. Pour nous, c'est assez important. En fait, les plans, pour nous, c'est notre moyen à nous de mettre en 2D ou en 3D si c'est un SketchUp ou un Revit, mais nous, c'est notre moyen d'exprimer, de traduire ce qu'on a compris et notre mission. Après, voilà, il y a des réalisateurs, des écrivains, des photographes, chacun traduit avec son médium son projet. Ouais. Et ce qu'on lui a demandé. Donc quand Octave disait on est architecte en soi, oui, c'est parce qu'on a une mécanique de pensée qui est construite du fait qu'on prend des paramètres sociaux, économiques et constructifs et on fait notre sauce avec, quoi. Et ça fait que toutes les agences ont chacune du coup une logique très différente et une sensibilité propre. Ouais, mais il y a un truc important, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un truc important de... je pense là à César qui est sur le chantier en train de faire du béton de chambre. Je trouve ça important qu'au regard des autres, on soit en tant qu'architecte sur le chantier à construire, fabriquer, ou complètement amont-aval, en amont, dans des prospectives territoriales ou dans des concertations, on est en tant qu'architecte avec une certaine formation, un certain savoir, une certaine manière de transposer les choses. Pour écouter les gens bien avant que le projet d'architecture commence aussi. Pour commencer à dégager ce qui leur importe vraiment finalement. Et en vrai, ça me fait penser justement, peut-être c'est intéressant d'aborder ça pour la fin, mais ce que je me suis rendu compte quand j'ai commencé à parler d'architecture à des gens qui ne sont pas architectes, c'est qu'en fait il y a une barrière qui s'est installée sans que je m'en aperçoive entre, on va dire architecte, entre guillemets sachant à non sachant. Et j'appelle ça un peu la malédiction du savoir. C'est que je ne sais pas si vous, justement sur les chantiers ou quand vous commencez à parler à la population, si vous êtes déjà heurté à ça, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que certains mots qu'on utilise ne sont pas du tout compris, certaines volontés qui pour nous elles sont un peu innées n'ont jamais traversé l'esprit des gens parce que c'est pas leur métier finalement, et que même si la construction c'est universel, on se connaît pas tous. Alors c'est sûr qu'il y a un gap entre entre la perception que les gens ont de notre métier et ce qu'on fait vraiment. Donc souvent il y a une aura autour de notre métier qui n'a pas forcément lieu d'être, je trouve, mais en tout cas il y a souvent quand on dit qu'on est archi, un peu de ah ouais, trop bien, et après si on demande aux gens d'expliquer ce qu'ils ont en tête ou ce qu'ils imaginent qu'on fait, il y a un gouffre, quoi. Et par ailleurs, oui, on a un vocabulaire, on a une manière de penser qui est un peu spécifique. Puis c'est un métier qui, pendant des siècles jusqu'à maintenant, c'était quand même un métier pour des élites. En fait, on faisait soit des grands équipements, soit des palais, mais l'architecte qui fait du rural, qui s'intéresse c'est très récent, donc c'est normal aussi que la société ait cet imaginaire-là, parce que on était un métier d'élite, et en fait maintenant la chose se retourne complètement. Tout le monde est un maître d'ouvrage potentiel, maintenant tout le monde veut transformer sa maison et l'adapter, donc ça va pas se faire en si peu de temps, et il faut aussi comprendre pourquoi il y a cette incompréhension.
Et après, il y a le vocabulaire. Enfin, moi, je suis nulle en vocabulaire expert, donc mais c'est pratique. Au-delà du vocabulaire, il y a aussi, par exemple, on le voit souvent, les gens, ils ont du mal à se projeter. Donc nous, on a cette capacité et ce savoir-faire d'arriver à imaginer ce que peut devenir un espace, ce que peu de gens arrivent à faire. Ouais. Donc nous, et en plus, ce qu'on arrive à faire, c'est le raconter. Et c'est ça qui est plus important avec des gens qui savent pas faire, ou qui savent pas concevoir dont c'est pas le métier finalement. C'est raconter ce que cet espace peut devenir. Parce que nous, on le voit tout le temps, même des maîtrises d'ouvrage professionnelles, parfois, on leur raconte des trucs et elles n'imaginent pas du tout ce que le résultat peut devenir, alors que nous, on l'a un peu à l'esprit. Ouais. Mais en revanche, si on raconte les choses bien, on peut les emmener dans une histoire et là ça peut fonctionner. Et les histoires, c'est universel. Voilà. Mais il faut faire confiance à ces histoires et ça. Voilà. Mais c'est pas donné toutes les maîtrises d'ouvrage. Mais en plus de ça, nous, on croit beaucoup que les usagers, ils ont leurs expériences, leur savoir-faire, qui n'est pas forcément celui de l'archi du coup, mais ils connaissent le territoire, ils connaissent leurs bâtiments, ils connaissent leur contexte, et ils peuvent nous apprendre plein de choses. Et c'est pour ça qu'on est beaucoup à l'écoute des habitants, quel que soit le contexte ou l'échelle, et l'étape de projet. Et donc c'est pour ça que la participation, la concertation, c'est aussi pour s'imprégner de la vie d'un lieu. C'est du donnant-donnant. Ouais, c'est ça, c'est qu'on apprend toujours des choses. Une expertise. Ouais. Mais pas que au moment de l'esquisse, quoi. Mais quand à toute étape du projet, on peut avoir des révélations en fait par des habitants ou par des. Ah, complètement. Déjà rien que le fait de voir le site de ses propres yeux, on voit des choses qu'on ne peut pas voir sur Google Earth. Et puis, je pense que ça s'aligne tout à fait avec le fait que beaucoup d'architectes aujourd'hui commencent à se rendre compte et essayent de pousser le fait que les lieux, ils ont une histoire et on vient s'intégrer dans une certaine histoire. Les gens, ils habitent ici depuis un moment, ils ont une certaine attache, ils voient l'espace de telle ou telle manière, ce que nous, si on n'habite pas la région, on la verrait peut-être pas. Ils étaient là avant nous, ils seront là après nous et ils sont là pendant qu'on est là. Donc en fait, faut être très humble en fait par rapport à un site et à ses habitants, quoi. Moi, je dirais même que en fait, on peut aussi avoir moi, j'ai plutôt la sensation qu'on est dans un paradigme où on pourrait on laisse la possibilité aux autres d'imaginer autant que nous et de leur dire, en fait, on pourrait se mettre autour de la table et il n'y a pas forcément d'architectes, d'ingénieurs, d'habitants, de constructeurs, d'artisans. On est tous égaux. Tout le monde peut faire des propositions de la même acabit. Et en fait, ça met une horizontalité de tout le monde. On n'est pas sur le schéma architecte pyramide, chef d'orchestre. Ouais. Et c'est là où notre rôle il va plutôt être dans l'écoute et dans la captation de signaux faibles qu'après nous, parce que c'est notre métier, notre mission, on va retranscrire dans un projet mais qui a été alimenté, capté par tout le monde, et puis après on le construit aussi en fonction des projets plus ou moins en lien avec tout le monde, quoi. C'est pour ça qu'on se compare souvent par exemple à la profession du médecin. Ouais. Où on considère que c'est important en fait d'avoir le temps d'écoute où on peut aller voir son médecin, donner tous ses symptômes, expliquer le contexte. Je vis avec des animaux, avec plein de gens, je vis seule. Enfin, ce contexte permet de mieux comprendre et de mieux accompagner la personne. Et cette personne après, elle va écouter ce conseil expert entre guillemets qui va pouvoir apporter son aide. Sur sa santé physique, par exemple. Mais je voulais nuancer quand même qu'on peut avoir l'impression qu'on romantise un peu aussi le temps du chantier. Ouais. C'est un temps qui est hyper important, mais la réalité, c'est que c'est aussi un temps qui n'est pas du tout rentable. Donc, dans une agence, c'est très difficile de trouver le bon équilibre et d'être autant que l'on voudrait sur le terrain. Par exemple, là, César, il anime un chantier pendant 4 jours. C'est 4 jours d'un cadre qui n'est pas en train de traiter plusieurs tâches à la fois. On est un peu dans un paradoxe où la vitesse du chantier et la vitesse des conceptions, des négociations ne sont pas du tout les mêmes.
Et c'est ça qui souvent est frustrant quand on sort de l'école, parce qu'on a l'impression qu'on pourra avoir tout le temps du monde pour rentrer dans le projet, s'imprégner, participer. Et il y a la réalité où on ne peut pas toujours, si on veut être nous aussi dans des conditions de vie juste, quoi. Ouais. Après, Il faut trouver le bon équilibre. Ouais, c'est une pratique qui se construit et qui est quand même assez récente. Et pour trouver l'équilibre, il faut expérimenter et trouver le bon dosage. Et nous, on est continuellement aux arrivées des opportunités et des envies qu'on a. On essaye de doser au maximum pour pouvoir vivre. On l'a vu dans un chantier. On est dans la bétonnière. Dans un chantier assez classique, par exemple, on rénovait une maison, il y avait un projet d'escalier en bois qui reliait tous les niveaux. Le fait est que les maîtres d'ouvrage ont dû emménager dans la maison alors que l'escalier n'était pas à 100% terminé. Ouais. C'était assez marrant parce que c'est des gens très cultivés. Enfin, on pourrait considérer que c'est les personnes les plus sachantes et qui ont... Mais le fait que de voir les menuisiers travailler dans cet escalier pendant 3 semaines, en fait ils m'ont dit, mais en fait je savais pas qu'un escalier c'était autant de travail et autant de patience. Ouais. Et là le menuisier en plus a pris le temps de raconter ce qu'il faisait aux enfants parce qu'ils sont en bas âge et qui sont curieux. Poser 1000 questions sans complexe. Mais voilà, ces clients-là qui tirent, qui au départ disaient ah non mais il faut que ce soit fait en 1 semaine. En fait, ils n'avaient pas du tout de notion de la temporalité, de ce que c'est que le faire. Et là, le fait de l'avoir sous les yeux et sans pression, entre guillemets, dans des bons rapports, ils ont réalisé en fait le travail qu'il y a derrière. Le travail, la qualité, la patience, le fait que quand on met un vernis, il faut attendre. Et que oui, si on voit personne, c'est que le vernis est en train de sécher. Enfin, ça... Je pense que ces temps-là, pour ça que nous on met beaucoup l'accent sur la pédagogie, sur le dialogue, c'est qu'on considère qu'il y a beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que le temps de chantier. Et ils pensent que, voilà, on a commandé un truc, on le reçoit tout près d'Amazon, tout près livré, sans artisans qui ont travaillé derrière, quoi. Donc c'est pour ça qu'on essaie de mettre l'accent. C'est aussi un peu pour ça que je fais ces podcasts, un peu pour ça que je fais ces vidéos, parce que j'ai envie de montrer un petit peu la réalité derrière le travail d'un architecte. Et paradoxalement aussi le travail des artisans. Et du coup, je pense qu'on approche de la fin de l'émission. Du temps réglementaire. Du temps réglementaire. Ouais, parce qu'après, moi, il faut que je retourne à l'agence. C'est l'heure du kebab. Et franchement, sur ces notions du temps du chantier, de l'humilité, je voulais qu'on finisse en fait avec un petit mot de la fin. Si là, tout de suite, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, ça peut être de l'architecture ou pas, mais que vous voulez faire passer aux gens, quelque chose, une idée qui est importante pour vous, pour le mot de la fin, c'est le moment. Chacun aura son mot. Moi je pense qu'il faut prendre le temps de regarder les choses et prendre le goût de regarder et comprendre tout ce qui nous entoure, quoi. D'être dans l'observation beaucoup plus. Moi, je compléterais en disant que c'est collectivement qu'on arrive à changer les choses et qu'on se sent bien et qu'on est heureux. Donc, faisons des choses ensemble. Qu'est-ce que j'ai comme ça. Non, si pour si jamais c'est des archives, des jeunes archives qui regardent, plutôt profiter de toutes les occasions pour pas être devant l'ordi le maximum. Enfin, l'ordi c'est super, ça permet de faire plein de choses et nous on est très souvent devant, mais il y a plein d'autres manières. Enfin, on peut encore dessiner, on peut être sur le chantier, il y a plein de façons de faire de l'archi sans être forcément devant un ordinateur, devant Autodesk, devant... Mais c'est bien de le connaître pour mieux le critiquer aussi. Ouais. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, par exemple, on travaille dans des grosses agences, c'est hyper utile parce qu'on comprend aussi une façon de réfléchir et une partie du monde, quoi. Ouais. Donc,
Et l'utilité de ce genre de logiciel Ouais. quand on est à plus grande échelle. Varier les choses et ne pas avoir peur de faire quelque chose qui, certes, va nous décevoir, mais va beaucoup nous apprendre. T'as eu 2 mots de la fin, toi. Ouais, Bah c'est parfait. mais c'est une vidéo, on peut couper quand on veut. Ah non, moi je couperai pas, c'est tout le principe, c'est qu'on va laisser les petits moments comme ça. Bah franchement, merci beaucoup de Merci m'avoir à toi. accordé ce temps-là. Merci à toi, ouais. Merci. J'espère que la discussion vous a plu.